Nous, tout commence par un couple qui a 2 enfants, puis le deuxième est atteint, donc Laurie, à 4 ans. Acidose lactique. Acidose lactique. Donc, c'est une maladie génétique héréditaire, récessive. Donc, moi, dans ma famille, aucun antécédent familiaux, ni Lynn, également, ma femme. Notre premier fils, Bruno-Pierre, lui, est en pleine santé. Le deuxième, donc Laurie, naît avec la maladie. On va la prendre à 9 mois. Cette acidose lactique qui est un peu particulière parce qu'il existe d'autres à travers le monde, là. Celle de notre région était mortelle. Donc, quand l'enfant rentrait en crise acidotique, il décédait. Moi, d'abord, j'étais un mécanicien de métier. Un auto, en service, c'est comme un corps humain. Tout ça allait m'aider à vulgariser plus tard. À Laurie, j'étais un acteur, j'ai observé, parce que je me sentais pas armé pour l'aider, mais finalement, il n'y avait aucune solution pour elle, il n'y avait pas de médication, il n'y avait rien. Donc, Laurie va décéder à 4 ans de sa maladie. Quand Raphaël va naître avec la maladie, même si on avait passé des tests qui, au départ, semblaient corrects, finalement, il va naître avec la maladie. Ce jour-là, c'était un moment déterminant parce qu'on aurait pu détruire, mais on a plutôt construit. Donc, on aurait pu... parce qu'on en voulait au médecin, à la conseillère génétique, on en voulait à tout le corps médical, mais on a décidé d'aller vers la voie de la construction qui était l'innovation en communication. Aujourd'hui, je l'appelle comme ça, là, parce que là, je vais sortir public, j'ai regardé l'outil que j'avais, c'était mon vélo, je faisais des compétitions, je prends mon vélo. J'avais réalisé une chose, quand tu rencontres un ministre puis un sous-ministre, il t'écoute pas, il te regarde pas, il regarde par-dessus ton épaule combien est-ce qu'il y a de gens qui t'appuient. Puis quand il voit une armée, là, tu as de l'influence sur lui. Donc, on allait rallier la population. Puis le jour que j'avais réussi à rallier assez de gens, là, on a pu par la suite voir les investissements pour le dépistage, pour toute la suite des choses. Ça a fait toute la différence. Aujourd'hui, les outils sont là. Moi, je pense que c'est la voie de l'avenir. On peut avoir la plus belle découverte au monde, mais si on n'est pas capable de la communiquer, la partager, la faire comprendre, bien, tu vas rester dans ton laboratoire. Et en fait, Biogenix, on a pris cette mission-là de rendre quelque chose de complexe, simple. Donc, vraiment, par les réseaux sociaux, vraiment parler aux patients, parler à la mère de famille entre 30 et 50 ans qui gère, c'est elle qui va à la clinique médicale, qui manque une journée de travail, qui doit faire les allers-retours parce que son enfant est malade, parce que son mari est malade. Puis donc, de venir parler à la famille en général, de dire, mais la médecine thérapeutique, de régler des problèmes, c'est plus la bonne solution. Maintenant, c'est la prévention. Le secret, il faut qu'ils se sentent concernés. Il y a une culture dans les grands médias qui, ici au Québec, a toujours soustrait ça et a laissé ça à des émissions spécialisées ou à des créneaux spécialisés. Et si on peut augmenter la littératie de l'ensemble de la population au même niveau que vous, monsieur le docteur, on est gagnant. Totalement. On va produire encore plus d'excellence, on va avoir encore plus d'universitaires. La culture scientifique n'a pas été intégrée dans la culture générale. C'est un problème d'éducation à la base. C'est que les sciences sont mal enseignées de façon générale. On ne raconte pas des histoires, on ne raconte pas l'histoire de... Alors, ne racontant pas l'histoire, les gens décrochent. Il y a une innovation qui mérite qu'on s'y attarde et de répéter. 4 tasses de café par jour, c'est la même chose que fumer un paquet de cigarettes. Parce que quand tu as tel code génétique, et la seule façon de le savoir, c'est de faire un test génétique. De venir, justement, introduire cette innovation-là dans le schème de pensée. C'est long. Ça prend du temps. Mais réserver un budget important pour la communication. Nous, au Grand Défi, là, si on ne réserve pas un budget... Le nerf de la guerre. Hey, au Québec, l'innovation est là, au niveau du montage, du graphisme. Je pense que si on veut avoir des innovations en santé qui rejoignent plus rapidement le grand public, c'est peut-être un encadrement qui plus flexible, moins coûteux. Est-ce que c'est possible de réussir un virage en santé au Québec sans l'adhésion du public? Je ne pense pas. Moi, je pense que chaque acteur doit avoir son information concernant cette innovation-là. Il faut que ce soit le gouvernement, il faut que ce soit les médecins, il faut que ce soit le public qui va, au bout de la ligne, recevoir l'innovation. Puis je pense que ça fonctionne par les grands médias, ça fonctionne par les médias sociaux, ça fonctionne par le système d'éducation, pour avoir les outils nécessaires pour comprendre ces innovations qui sont souvent très compliquées. Parce qu'au bout de la ligne, qu'est-ce qu'il veut, le patient? Il veut, lui, avoir la certitude et la confiance que cette innovation-là va améliorer sa santé. Okay. Ben oui, effectivement, le public, on doit l'inclure dans le processus. Autrement dit, dès qu'on a une découverte, on se dit, ouais, faut que le ministre soit au courant, il faut que ma rectrice soit au courant, mais il faut que le public soit au courant aussi. Il faut que les gens qui font des découvertes médicales, qui peuvent changer la santé des gens, mettent au centre de leurs préoccupations la communication qui doit passer par tous les paliers gouvernementaux, institutionnels, médiatiques, médias sociaux, et qui se trouve un porte-parole. C'est pas pire, ce gars-là.
trouve un porte-parole qui puisse être la personne qui va faire avancer le projet et le produit.